président doit être chrétien maronite, le Premier ministre doit être musulman sunnite, le président du Parlement doit être musulman chiite. Et puis il y a une sorte d'équilibre au niveau des nominations dans l'administration, depuis la formation du gouvernement jusqu'à pratiquement n'importe quel poste de l'administration, et ça a même été dans l'excès, où en gros on fait un équilibre à 50-50 entre les communautés. Mais évidemment, ce dont on parle là, c'est un compromis qui a été trouvé, hein, qui est le résultat d'un long cycle de crise et de beaucoup de négociations entre les communautés. Je dirais que, pour résumer, ce partage, cette espèce de système de quotas, il a, en schématisant, il a un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage, dont on ne parle pas toujours d'ailleurs, c'est que comme le Liban est un pays éclaté entre tendances diverses, c'est quasiment le seul pays du Moyen-Orient, le seul pays du Moyen-Orient arabe, qui n'a jamais connu la dictature. Il n'y a jamais eu un dictateur au Liban, comme il y a eu Saddam Hussein, comme il y a eu les Assad en Syrie, Hafez el-Assad et après lui Bachar, son fils, ou dans d'autres pays, parce que le Liban étant divisé en de multiples camps, il n'y en a pas un qui gouverne les autres. Donc il n'y a pas eu un dictateur. Ça, c'est un peu l'avantage. Et c'est le fait que, par exemple, les médias, moi qui travaille dans un média libanais, les médias avaient plus de marge de manœuvre qu'ailleurs. Donc il y avait moins cette espèce d'autoritarisme. Ça s'exprimait moins. Par contre, il y a des désavantages énormes qui sont le fait que, et j'en parle dans le livre, qui sont le fait que depuis 200 ans, tous les 25 à 30 ans, on a un cycle de crise. C'est un peu comme si on cassait tout et on recommençait, ce qui est évidemment très dommage. Ce cycle de crise, il a une raison assez simple, même si elle n'est pas simpliste. Donc le but du livre, un peu, c'est aussi de prendre le lecteur par la main, hein, même un lecteur qui ne connaît pas la région, et de lui parler de cette région qui a l'air très compliquée, qui a l'air d'être un chaos, mais d'une manière qui est simple et qu'il peut appréhender sans grande complication. On fait la synthèse du problème. Et en gros, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que il y a des divisions internes, donc il y a des communautés rivales à l'intérieur du Liban. Donc un coup, c'est par exemple les maronites contre les druzes, un autre coup, c'est les sunnites contre les chiites, un autre coup, c'est les chrétiens contre les musulmans, etc. C'est jamais les mêmes. Ça tourne toujours en boucle. Il y a ça d'un côté. Et à l'externe du Liban, à l'extérieur, il y a des puissances régionales et internationales. Alors c'est les Turcs, les Ottomans, les Français, les Anglais, les Américains, les Russes, les Iraniens, Israël, la Syrie. Et chacun à son tour va essayer de peser sur la situation libanaise. Pourquoi? Parce qu'il voit un vide, il voit une faiblesse interne. Donc il se dit, voilà, il y a des gens qui sont rivaux, il y a un pays qui est un peu un État relativement faible, et donc je vais essayer d'avoir une influence sur ça. Et donc, l'un après l'autre, ils essayent d'influer. Et en fait, jamais aucun n'a réussi à dominer vraiment le Liban suffisamment longtemps. Donc c'est ni aucune communauté libanaise elle-même en interne n'a jamais pu dominer le Liban suffisamment longtemps, et aucune puissance externe alliée à une puissance interne, à une communauté interne, n'a jamais pu dominer le Liban vraiment. Donc c'est des guerres par procuration, hein, qui s'enchaînent les unes après les autres. Chaque 25-30 ans, on change un peu de scénario et on recommence. Et voilà, ça donne quelque chose qui est extrêmement épuisant pour le pays, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une diaspora libanaise immense à l'étranger, à l'extérieur du Liban, à l'étranger, qui est beaucoup plus nombreuse que la population du Liban lui-même. Alors c'est une richesse pour le Liban parce qu'ils envoient de l'argent, ils soutiennent le pays économiquement, mais en même temps, cette diaspora, la raison d'existence de cette diaspora, c'est les crises, c'est entre autres les crises successives qui se sont produites au Liban. Dans le Liban moderne, la question que j'aimerais vous poser, vous avez parlé de différents intérêts, que ce soit des communautés ou de forces extérieures. Les tensions qui arrivent dans le Liban moderne, est-ce qu'elles sont principalement dues aux tensions internes ou ce sont des partis extérieurs qui viennent déstabiliser le pays? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a d'un côté les tensions internes. Disons, historiquement, il y avait quelque chose qui s'appelait le Petit Liban,
ou le Mont Liban, qui est devenu le Grand Liban en 1920. Donc sur les 200 ans dont on parle, il y a 100 ans avec un petit Liban au 19e siècle, et puis les 100 années qui suivent, c'est le Grand Liban qui est devenu la République libanaise aujourd'hui. Alors ce petit Liban, c'était sur un tiers du territoire à peu près, et il y avait essentiellement des chrétiens et des druzes. Les druzes, c'est une communauté hétérodoxe de l'islam, d'ailleurs dont on entend beaucoup parler aujourd'hui parce qu'en Syrie, il y a une grande crise entre les druzes et le pouvoir syrien central, et il y a Israël qui essaie de s'en mêler. Donc à la base, il y avait les chrétiens et les druzes, et les chrétiens formaient 80% démographiquement de ce petit Liban, de ce mont Liban, qui est en gros la partie centrale du Liban, qui est montagneuse, sans Beyrouth d'ailleurs. Et puis, ce petit Liban est devenu le Grand Liban, la République libanaise. Donc, on a triplé à peu près la superficie du pays. C'est quand les Français sont arrivés en 1920, il y a eu un mandat français au Liban et en Syrie pendant une vingtaine d'années, un peu plus, 25 ans. Et les Français ont dessiné les frontières de ce Grand Liban. Et les chrétiens qui faisaient 80% du petit Liban sont devenus 50% du Grand Liban. Donc il y avait 50% de chrétiens et 50% de non-chrétiens, principalement des musulmans et des druzes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des changements démographiques. Les musulmans sont devenus petit à petit plus importants, leur nombre a grandi. Et donc ça a créé des tensions internes. Et c'était des tensions qui, de toute façon, la vérité, c'est que le Liban n'a pas su inventer un mode de gestion qui permettait vraiment de réguler ces conflits de manière douce, je dirais, de manière pacifique. Et c'est un peu le but que nous poursuivons aujourd'hui, c'est de trouver un système politique qui permette d'instaurer un État de citoyens en gardant cette diversité communautaire, parce qu'on ne peut pas la faire disparaître d'un trait de plume. C'est pas possible et ça créerait des guerres, des guerres intestines si on imposait aux gens de changer d'identité d'un coup, puisque c'est une identité politique, communautaire, religieuse, sociale, donc on ne peut pas l'effacer d'un coup. Donc il y avait des divisions internes sur fond de changement démographique, sur fond d'évolution sociale, d'exode rural, avec beaucoup de gens qui ont quitté leur campagne pour venir dans Beyrouth. Donc ça a changé l'équilibre démographique et communautaire dans Beyrouth elle-même. Donc il y a tout ça qui s'est produit essentiellement dans les années 50, 60, 70. Et la guerre du Liban a commencé en 1975. Donc il y a une concomitance. Et puis à côté de ça, il y a un très important facteur extérieur. C'est évidemment le conflit essentiellement israélo-arabe, le conflit du Proche-Orient. À savoir que si le Liban était, avec ces mêmes composantes-là, était sur une île au large, ailleurs, dans un endroit où il n'y avait pas de conflit autour de lui, ça aurait probablement été beaucoup plus facile de gérer ces différences-là. On laisserait les Libanais seuls aujourd'hui, ils se débrouilleraient parce qu'ils parlent la même langue, ils se connaissent suffisamment, ils pourraient gérer leurs différences. La religion n'est pas un facteur suffisant de division entre les Libanais prise toute seule. Il y a le facteur régional qui vient en plus. Et le facteur régional, mais il se manifeste dès les années 60. Vous avez la guerre des 6 jours en 67, qui produit un cataclysme dans le monde arabe. Puis vous avez l'essor de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, de Yasser Arafat. L'OLP qui se cherche une présence, une autonomie pour pouvoir mener son combat pour les droits des Palestiniens, qui n'en trouve pas dans les autres pays arabes qui sont des dictatures et qui étranglent toute forme de manifestation d'autonomie ou d'existence politique autre que celle du dictateur. Au Liban, le Liban qui est un pays divers, eh bien, l'OLP va trouver un champ de manœuvre et va s'imposer comme un des acteurs en lice. Le problème, c'est qu'il y a le conflit avec Israël. Le Liban est à la frontière d'Israël. Donc au Liban Sud, l'OLP va vouloir lutter contre Israël. Israël va répliquer sur le Liban. Les choses vont dégénérer et ça va donner une guerre à la fois entre Israël et l'OLP au Liban, et puis entre l'OLP et diverses composantes libanaises. Il y en a qui disent à l'OLP « Non, ne te bats pas contre Israël parce que ça a des conséquences sur nous », et d'autres qui soutiennent l'OLP et qui disent « Nous sommes solidaires de la cause palestinienne ». Donc voilà, ça entraîne, c'est le déclenchement de la guerre libanaise en 1975. Et après ça, vous avez le Liban qui devient un champ de bataille pour quasiment 50 ans. Et bon, après les Palestiniens, puis les Israéliens, vous avez les Syriens qui vont venir s'imposer sur ce terrain. Puis vous avez les Iraniens qui vont venir dès la révolution iranienne en 1979.
Donc en 82, les gardiens de la révolution iraniens commencent à s'implanter au Liban, puis ils vont soutenir le Hezbollah, puis le Hezbollah va devenir petit à petit un acteur majeur du conflit libanais. Même après le retrait d'Israël en 2000, il y aura encore et toujours des revendications sur une partie du territoire libanais dont Israël ne se serait pas totalement retiré. Ce sera la revendication du Hezbollah. Et donc, la lutte, en quelque sorte, va continuer entre Israël et le Hezbollah sur le terrain libanais. Le Hezbollah étant à la fois une composante les chiites étant une composante du peuple libanais, le Hezbollah étant une formation politique libanaise, mais en même temps, le Hezbollah, par la bouche de son secrétaire général Hassan Nasrallah lui-même, qui sera assassiné le 27 septembre 2024 par les bombes israéliennes, Hassan Nasrallah, pendant des années, va dire « Nous sommes une formation libanaise, mais nous sommes aussi les soldats de la République islamique d'Iran, au Liban, les soldats du Wali al-Faqih. » Et donc, en quelque sorte, il y a une superposition d'enjeux et d'acteurs, d'influences internes et externes de diverses natures. Et c'est ça qui va nourrir un peu le chaos libanais, la guerre continuelle. Mais le schéma est le même. C'est des communautés libanaises rivales en interne, et c'est des puissances externes rivales, donc en externe, et avec des guerres par procuration. Chaque puissance externe utilise ou s'appuie sur une composante interne pour continuer à peser sur le terrain libanais et peser sur les autres puissances externes. Donc les Iraniens font pression sur les Israéliens à travers le Hezbollah, les Israéliens répliquent, et ainsi de suite. Et puis effectivement avec d'autres puissances, il y aura l'Union soviétique à une époque, il y aura les Américains à d'autres époques. Et voilà, ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on espère qu'après la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah, on pourrait peut-être assister à une restabilisation du Liban. Mais c'est lié à beaucoup de conditions et de données dont on pourrait parler, évidemment. Vous avez parlé notamment des maronites chrétiens. Là, j'aimerais revenir sur un passage où vous avez dit dans le livre que lorsqu'il y a eu le mandat français au Liban, les maronites chrétiens étaient contents de ça. La question que j'aimerais vous poser, c'est pour quelles raisons est-ce qu'il y avait des politiques déployées qui étaient favorables à cette communauté, ou c'est par question sécuritaire? Et le deuxième point, c'est que ce moment-là, il arrive à un moment où beaucoup d'États sont en voie ou demandent leur indépendance et sortent du joug colonial, alors que la France et la Grande-Bretagne au Liban, ce sont des forces coloniales. Absolument. Donc comment ça se passe au Liban? Alors effectivement, c'est très intéressant. Oui, une grande partie des maronites chrétiens vont voir dans la France une espèce de sauveur ou de protecteur. Et il faut dire historiquement que les maronites sont divisés en plusieurs camps. Il y en a une bonne partie qui sont pro-français. Il y en a une autre partie qui sont arabisants. D'ailleurs, il y a ce qui s'appelle la Nahda, le réveil culturel arabe. À partir du 19e siècle, en fait, les Arabes qui étaient dominés par l'Empire ottoman, donc les Turcs, vont amorcer à partir de la deuxième moitié du 19e siècle un réveil culturel, donc réhabiliter la langue arabe, qui est la langue du Coran d'ailleurs, réhabiliter la culture arabe et voilà, acquérir une autonomie culturelle et une expression culturelle. Et les maronites et les chrétiens libanais vont jouer un très grand rôle dans ça. Alors c'est à la fois pour des raisons culturelles qui leur sont propres, mais aussi c'est un acte de résistance envers l'Empire turc. Pas seulement des maronites, mais de tous les Arabes. Il y a donc chez les maronites une diversité de points de vue. Il y en a qui sont pro-français, il y en a qui sont plus arabisants, il y en a qui disent qu'ils veulent juste une autonomie pour le Liban. Pour prendre un peu de recul et regarder le problème, je dirais, des maronites ou des minorités en Orient, chrétiennes ou autres. Parce que le Proche-Orient, c'est un patchwork de minorités, des chrétiens, puis même des musulmans. Il y a différentes communautés musulmanes. Il y a les sunnites, les chiites, les druzes, les alaouites, les ismaéliens. On pourrait en citer beaucoup, les chiites septimains, les chiites duodécimains, etc. Donc la position des maronites par rapport à la France et à l'Empire ottoman est intéressante quand même à évoquer, parce que c'est vrai que les maronites vont chercher en la France un allié ou un support, mais en réalité, l'Empire ottoman n'a pas été tellement mauvais pour eux.
C'est ça le paradoxe, c'était que finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les minorités, les chrétiens comme les autres, qu'est-ce que cherche la minorité? La minorité cherche la protection. C'est ce qu'ils cherchent. Qui peut leur donner la protection? C'est la majorité. Ou alors une puissance étrangère si la majorité est faible, si la majorité n'est pas capable de les protéger. Ce qui se passe, c'est que pendant 400 ans, en étant très schématique, l'Empire ottoman va jouer le rôle de la majorité protectrice, on va dire ça comme ça. C'était l'empire local, régional, qui était très puissant et qui a, par le système justement du confessionnalisme dont je parle tout à l'heure, donc d'octroyer aux communautés une protection en échange d'une allégeance et du paiement de l'impôt, mais il donnait effectivement une protection. Donc, ce qu'il faut savoir, parce que les chiffres le montrent, les maronites entre l'an 1500 et l'année 1800, donc pendant 300 ans, les maronites au Liban se sont multipliés énormément. Ils étaient d'abord une toute petite minorité dans une petite région au nord du Liban, et ils se sont déployés dans tout le Liban, ils ont cru démographiquement, ils se sont enrichis énormément, et donc on ne peut pas dire que l'Empire ottoman a été mauvais pour eux. C'est pas vrai. Ils ont bénéficié de la protection de la majorité du moment qui était l'Empire ottoman. Après, ce qui se passe, c'est que le véritable problème, c'est l'affaiblissement de l'Empire ottoman lui-même. C'est-à-dire qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a une succession de batailles, d'abord entre les Ottomans et les Russes, puis après il y a l'intervention des puissances européennes, les Anglais, les Français. Donc l'Empire ottoman devient l'homme malade de l'Europe. Donc c'est en fait un empire qui est en déliquescence et qui ne s'effondre pas tout de suite à cause des rivalités des puissances européennes. Les Anglais ne veulent pas qu'il s'effondre parce que ça ouvrirait la voie aux Russes qui débouleraient dans le Proche-Orient. Ils ne veulent pas ça, donc ils contre les Russes. Les Français, ils jouent un jeu un peu entre les deux. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Empire ottoman, il n'est plus à même de défendre, d'assurer la garantie sécuritaire et politique qu'il octroyait auparavant. Il y a d'autres puissances comme les Anglais, les Français, les Russes qui entrent en scène et qui commencent à chercher des clients locaux. Donc les minorités, alors qu'elles soient les chrétiens d'Orient, qu'elles soient les Grecs, les Arméniens ou d'autres, et j'en parle dans le livre, mais ils commencent à hésiter, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on veut être protégés, nous. Donc c'est la rivalité entre les grands, entre les grandes puissances, les Turcs, les Anglais, les Français et autres, sur le terrain ottoman, qui commence à causer des problèmes à ces minorités et qui en fait va leur être très souvent fatal. C'est du fait de ces rivalités entre les grandes puissances que les minorités, elles font des choix, mais ce n'est pas toujours les bons, ou bien les choses basculent de temps en temps. Et si les choses basculent, une petite minorité, elle en paye le prix dans le sang. Pour une grande puissance, c'est une bataille parmi d'autres. Pour une petite communauté, cette bataille, si elle est perdue par son allié, elle en paye le prix avec des milliers ou des dizaines de milliers de morts. Donc les chrétiens maronites vont passer d'une allégeance aux Ottomans à une allégeance aux Français. Ça va être un processus très très long qui va mettre des dizaines d'années, voire des siècles à se produire, en même temps que l'Europe pénètre en Orient, et qui va connaître son apogée lorsque l'Empire ottoman s'effondre. Donc l'Empire ottoman s'effondre après la Première Guerre mondiale, la France entre en scène, elle devient mandataire au Liban et en Syrie, et à ce moment-là, l'allégeance des chrétiens aux Français qui était, ou d'une partie des chrétiens aux Français, qui était jusqu'à ce moment, qui était un lien, je dirais, non officiel, devient un lien officiel par la création de la République libanaise sous mandat français. Et après, le Liban va reprendre son indépendance en 1943 parce que, en fait, la France, très rapidement, va connaître une défaite dans la Deuxième Guerre mondiale face à l'Allemagne. Donc, on a 1940, la défaite, et à partir de là, l'Angleterre va se retourner contre la France, elle va pousser la France en dehors de Syrie et du Liban, ce qui va permettre au Liban et à la Syrie d'ailleurs d'avoir leur indépendance. Et à partir de là, donc les Libanais, chrétiens et musulmans, commencent à hésiter entre diverses allégeances, parce que l'allégeance française ne suffit plus, puisque la France est partie. Ils vont essayer un temps l'influence anglaise, ça n'a pas marché non plus, il va y avoir des crises au Proche-Orient, les Anglais vont être progressivement expulsés de la région. En fait, c'est l'influence américaine qui va les remplacer, mais en même temps, est-ce que l'influence américaine va être un protecteur crédible? On va voir que non.
Mais on en parle aussi dans le livre parce que il va y avoir une succession d'événements qui font que les Libanais vont être un peu laissés à eux-mêmes et puis ils vont glisser vers la guerre. Et après, il va y avoir alors des dominations régionales, les Syriens, un peu les Iraniens, un peu les Israéliens qui vont essayer au Liban Sud. Et aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui va se passer? Là, le Hezbollah est affaibli, l'Iran est sorti du jeu proche-oriental. Et ce qu'il faut savoir, on peut en parler, c'est que schématiquement, ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, on a eu les printemps arabes. Et les printemps arabes, alors c'est beaucoup de choses, mais le résultat pratique des printemps arabes, c'est qu'il y a eu un effondrement de la plupart des États arabes. La Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Égypte a connu une crise et ne s'en est remise en partie qu'avec une accentuation de la répression en Égypte. Aujourd'hui, on a une accentuation de la répression. Et donc, le printemps arabe, c'est un peu l'effondrement de tous les États arabes. Et concomitamment à ça, on a la montée en puissance de 3 États, qui sont 3 États non arabes, qui sont la Turquie, l'Iran et Israël. C'est un peu schématiquement ce qui s'est produit depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Et donc, ces 3 États ont commencé à se partager de plus en plus l'influence dans la région. Et l'Iran avait énormément avancé en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. L'Iran revendiquait une influence sur le Hamas palestinien, bien qu'il ne soit pas le seul. Il y avait aussi un financement du Qatar, il y avait d'autres influences, il y avait les Égyptiens qui avaient de l'influence dans la bande de Gaza. Et depuis le 7 octobre 2023, il y a une série d'événements qui se sont produits où à Gaza avec la guerre entre Israël et le Hamas, au Liban avec la guerre entre Israël et le Hezbollah et l'affaiblissement du Hezbollah, en Syrie avec la chute du régime de Bachar el-Assad, au Yémen avec la bataille avec les Houthis. Et il y a un cessez-le-feu qui a été négocié récemment entre les États-Unis et les Houthis, dont on attend encore de voir les résultats concrets. Tout ça équivaut à l'Iran, qui avait beaucoup avancé dans la région. Maintenant, il est en train de reculer. Il est en train de reculer assez rapidement. Et la question, c'est est-ce qu'il va trouver un accord avec les États-Unis et quelle va être la place de l'Iran dans la région? Mais à l'évidence, elle a reculé. Et donc, dans ce triangle Turquie, Israël, Iran, maintenant que l'Iran a reculé, il reste Israël et la Turquie, qui sont tous les deux des alliés des États-Unis, mais qui en même temps sont des puissances rivales. Le point de rencontre, je dirais, le point de confluence des rivalités de toute la région, c'est la Syrie. Alors, la Syrie, il y a 2 choses. D'un côté, c'est un terrain de rivalité entre Israël et la Turquie, et on le voit. Israël a lancé des attaques successives contre les alliés de la Turquie en Syrie. Alors la Turquie avait essayé d'avancer ses pions. Ils pensaient même installer des bases militaires au cœur de la Syrie elle-même. Les Israéliens sont arrivés, ils ont bombardé toutes les infrastructures de l'armée syrienne. Ils ont bombardé toutes les bases où les Turcs pouvaient prétendre s'installer. Et ils ont frappé un grand nombre d'alliés, de milices alliées à la Turquie en Syrie. Donc aujourd'hui, il y a cette rivalité et la question c'est est-ce que ça va déboucher sur une bataille régionale ou bien ce sera sous contrôle. Et pour ça, il faut l'entrée en scène de la communauté internationale des États-Unis et de la France. Hier, il y avait Ahmed al-Shara, le président syrien, qui était en visite à Paris chez Emmanuel Macron. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un peu la dimension, je dirais, régionale. Et puis à l'intérieur de ça, il y a la Syrie qui, elle aussi, elle est un peu comme le Liban. C'est un patchwork de communautés, comme l'Irak aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, en Syrie, vous avez une très grande hétérogénéité. Il y a d'abord les minorités, les Alaouites, les Kurdes, les Druzes, les chrétiens. Et puis même dans ce que certains appellent la majorité sunnite, en réalité déjà au niveau des sunnites en Syrie, il y a une grande diversité régionale. Il y a les gens de Damas, il y a les gens de Homs, de Hama, d'Alep, hein, de Latakia. Il y a vraiment de Deir ez-Zor, il y a de grandes spécificités régionales. Par exemple, le nord de la Syrie était plus enclin à être un lieu où les frères musulmans pouvaient trouver une audience, alors que le sud, donc Damas, c'était moins le cas. Donc il y a vraiment des particularités religieuses, sociales, politiques dont il faut tenir compte. Et puis, au sein de la coalition qui a fait chuter Bachar el-Assad, et donc de la coalition qui a pris le pouvoir à Damas, et qui contrôle l'essentiel des régions syriennes aujourd'hui,
eh bien, c'est vrai, il y a Ahmed El-Shara, mais il y a beaucoup de formations qui ne le contrôlent pas nécessairement, qui ne le contrôlent pas étroitement, qui relèvent plus, voilà, qui sont en alliance un peu avec ou qui relèvent d'une influence turque, par exemple, ou d'influence de pays du Golfe. Donc, faire tenir ce patchwork syrien n'est pas évident, et les massacres ou les combats qu'on peut voir avec les Druzes ou les Alaouites ou d'autres, c'est pas nécessairement Ahmed El-Shara qui contrôle ça. Hein. C'est beaucoup plus confus. Et il faut y voir clair en soi est déjà un challenge. C'est très compliqué. Ça ressemble vraiment à la complication du Liban, voire plus compliqué encore. Vous dites aussi dans le livre que la confession est une identité politique. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment de l'histoire où tout ça s'est figé, quoi? Oui, alors effectivement, le Liban, c'est un ensemble de 18 communautés religieuses, mais en fait, les communautés religieuses sont aussi des identités politiques et sociales. Elles vous définissent. Et pourquoi c'est le cas? Parce que concrètement, il y a deux choses essentielles. D'abord, les communautés définissent les droits personnels, c'est-à-dire en fait de la naissance à la mort. Comment vous vous mariez, comment vous pouvez divorcer, comment vous pouvez hériter, où est-ce que vous êtes enterré, vous n'êtes pas enterré dans le même endroit, selon que vous soyez de cette communauté ou de cette autre communauté. Donc, tout ce qui s'appelle les droits personnels, ce qui vous définit votre identité finalement individuelle, personnelle, mais tout ça, ça dépend de la communauté à laquelle vous appartenez, et c'est défini à votre naissance. Vous décidez pas de ça, c'est décidé pour vous, c'est selon les parents, de quelle communauté viennent vos parents. Donc, il y a les droits personnels d'un côté, et de l'autre, il y a la question politique. Parce que aujourd'hui, au Liban, il y a une sorte de pacte national non écrit qui est inscrit dans la Constitution sans lettre au sens où il n'est pas écrit, où le président de la République, c'est un chrétien maronite, le Premier ministre, c'est un musulman sunnite, le président de l'Assemblée, c'est un musulman chiite, et ainsi de suite. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système libanais, ce patchwork de communautés qui sont des identités politiques, eh bien, c'est quelque chose qui vient de l'histoire. Ça n'a pas été créé par le Liban, c'est quelque chose qui nous vient d'abord de l'Empire ottoman. C'est pourquoi on dit souvent que le Liban, c'est le dernier État ottoman de la région. Alors, pourquoi? Parce que l'Empire ottoman lui-même, c'était un empire immense, et c'était une fédération donc, qui était gouverné par un sultan, qui était à la fois le calife, qui était le commandeur des croyants, l'autorité suprême de l'islam. Et comme c'était un empire immense où les Turcs n'étaient pas nécessairement majoritaires, alors comment ils faisaient, comme tous les empires, pour gouverner leur empire? C'est un peu divisé pour régner. Donc c'était une fédération à caractère communautaire, alors que vous avez beaucoup de fédérations, par exemple, qui sont des fédérations géographiques, comme les États-Unis, qui sont des découpages géographiques. L'Empire ottoman, c'était une fédération découpée selon les communautés religieuses. Et donc, vous étiez, par exemple, chrétien catholique, ou chrétien orthodoxe, ou arménien, ou latin, ou musulman, ou autre. Donc, et ça définissait vos droits dans l'Empire ottoman. Et ça vient de la tradition islamique, ça, à la base. C'est que l'Empire islamique, dès sa naissance, vous avez dans le Coran ce qu'on appelle les gens du livre, qui sont les chrétiens et les juifs. Donc, ils sont des communautés qui sont reconnues en tant que telles dans le Coran et qui ont des droits et des devoirs. Et donc, c'est à la fois une identification religieuse, mais c'est également une identification politique. Dès cet instant-là, les chrétiens et les juifs, en islam, ils ont une identité politique. Et ça, eh bien, l'Empire ottoman va porter, je dirais, à sa perfection, en quelque sorte, ce système fédéral, de fédération religieuse. Et il va créer, donc, ce sont les millets, ce qu'on appelle en turc les millets, et qui a été traduit en libanais et en arabe par al-Melal. Al-Melal, ce sont les communautés religieuses qui sont des identités politiques en même temps, et qui définissent l'appartenance de chacun. Quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient, on remarque que ça a une résonance en Occident, que ce soit, ça trouve une place dans la fenêtre médiatique, ça trouve une place dans le débat public. Je parle plutôt de ce qui se passe à Gaza. La question que j'aimerais vous poser,
c'est inversement. Est-ce que aujourd'hui, en Occident, globalement, on peut voir la montée de l'extrême droite un peu partout? Certains narratifs se basent sur un espèce de bricolage identitaire en parlant de chrétiens, etc. Est-ce que toutes ces dynamiques-là occidentales peuvent avoir des conséquences ou trouveront un écho dans l'espace public libanais pour le coup, ou plus globalement au Proche-Orient? Est-ce que ça aura des conséquences tout ça? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a deux parties dans la question. Personnellement, je crois que ce qui se passe en Occident, en France ou en Europe en particulier, sur la fixation communautaire, la question de l'islam notamment, pour moi c'est un prétexte. Hein. C'est un prétexte dangereux s'il est instrumentalisé, mais c'est un prétexte au sens où la vraie raison de la montée de ce qu'on peut appeler les populismes en Europe, c'est une raison très socio-économique. Hein. C'est le fait que, et on le sait, hein, c'est le fait que vous avez la mondialisation, et la mondialisation, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit des transferts de richesses. Donc vous avez une paupérisation de toute une partie de la population, hein, qui, peut-être en France auparavant, par exemple, votait pour le Parti communiste, et puis elle s'est mise à voter pour l'extrême droite parce qu'elle s'est retrouvée un peu perdue. Ce qui se passe, c'est que la valeur travail n'est plus la même, parce que, voilà, à cause de la concurrence des pays émergents, vous avez une précarisation de toute une partie de la population qui est perdue et qui se met à chercher des slogans rassurants ou des gens qui ont des réponses simples à lui donner à sa problématique. Parce que quelqu'un qui est travailleur, ouvrier dans une usine, il n'a pas envie qu'on lui explique que oui, c'est parce que la Chine ou c'est parce que la mondialisation que toi tu as ce problème. Il a envie d'avoir une réponse à son problème personnel. Et donc souvent les populismes, ils proposent des slogans et ça donne des réponses à son problème personnel. Et souvent le problème c'est que si les gens vivent dans des quartiers où ils sentent qu'il y a des populations diverses qui sont mélangées, eh bien cette rage qu'ils ont ou cette révolte qu'ils ont contre le système, elle peut avoir comment dire, l'immigré ou le musulman, il peut devenir un peu l'exutoire de cette rage. Donc je dirais que c'est là où, à mon avis, il y a un problème à la base, qui est un problème de la mondialisation, hein, peut-être même aussi des évolutions politiques en Europe qui font qu'il n'y a plus vraiment de partis ou de leaders capables de donner des réponses aux gens, de leur dire mais voilà, on va faire ça pour que votre situation s'améliore. Les gens voient qu'il y a une stagnation relative des revenus ou de la situation socio-économique depuis des dizaines d'années. Et donc, comme il y a une absence de leadership, il y a l'exutoire où on indique l'immigré, où on parle de l'islam. Évidemment, tout ça n'a pas été facilité par les attentats qui se sont produits depuis une dizaine d'années, qui ont fixé les choses sur l'islam politique ou sur l'islamisme. Mais je pense que c'est surtout un prétexte. Ce qui se passe à Gaza, effectivement, il y a aujourd'hui de toute façon une surmédiatisation, il y a les réseaux sociaux, donc on est au courant de tout ce qui se passe de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, beaucoup plus immédiate. Vous suivez ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, seconde après seconde. Et donc le déchaînement de violence au Proche-Orient, il trouve un écho en France. Et si en France, il existe par exemple un débat, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les Français de souche, etc., ce qu'on a souvent entendu, mais s'il y a quelque chose qui se passe au Proche-Orient qui est un peu en parallèle de ça, hein, par exemple la bataille entre Israël et le Hamas, elle peut trouver un écho parce qu'en fait, elle est en miroir. C'est pas du tout la bataille de la France en soi, mais c'est un miroir de bataille interne, éventuellement française, européenne. Donc, mais je dirais que là encore, c'est des batailles par procuration, à mon sens. Par contre, l'autre partie de votre question, dans l'autre sens, c'est que est-ce que ce qui se passe en Occident, donc, ou en France, pour parler clair, la diabolisation de l'islam, par exemple, est-ce que la diabolisation de l'islam peut trouver un écho en Orient? Moi, je pense que non, parce que en Orient, les gens se connaissent très bien. Hein. Et il y a une intime, comment dire, il y a une connaissance intime. Je peux parler pour moi ou pour les Libanais. Il y a une connaissance intime de l'islam et un partage des habitudes sociales ou une connaissance de l'autre. Déjà, on parle la même langue, on partage la même culture, on connaît les fêtes les uns des autres. Nous avons des congés
pour les fêtes chrétiennes et pour les fêtes musulmanes, dans le cas du Liban par exemple. Donc il y a une connaissance intime de l'autre qui fait que ce qui va se passer en Occident ne va pas avoir un impact sur nous. Et je vous le dis encore une fois, dans le cas particulier des Libanais, s'il n'y avait pas les interférences régionales, les Libanais, ils se débrouilleraient très bien. Chrétiens comme musulmans, comme toutes les confessions, il y a même des juifs au Liban d'ailleurs. Ils se débrouilleraient très bien, il n'y aurait pas de problème. En tant que journaliste, comment vous percevez-vous justement l'impact des narratifs médiatiques sur la couverture des conflits au Liban et à Gaza? Est-ce que, je donne un exemple, par exemple pendant longtemps, c'était assez curieux, il était difficile de resituer ce qu'était le Hezbollah en tant que tel. Parce qu'ici, c'était assez radical ou caricatural en disant que c'était une branche militaire terroriste et point. Alors que c'est une entité politique qui trouve un écho dans le système politique libanais, etc., etc., et qui a un certain soutien là-bas, et qui n'est pas forcément qu'une organisation considérée comme des terroristes par certains États. Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a effectivement une complexité de la situation. C'est ça qui est intéressant. Sur la question de Gaza et d'Israël, on commence à avoir, je pense, une perception plus équilibrée des choses. C'est-à-dire on voit un peu ce qui arrive aux deux et on le reproduit. Sur votre question par rapport au Hezbollah, il y a une complexité très grande et c'est valable pour beaucoup de communautés, enfin beaucoup de formations libanaises, mais également on pourrait en parler pour la Syrie aujourd'hui. Par exemple, il y a une critique de Ahmed El-Shara qu'on reçoit en France, et juste un point sur ça, mais en fait, l'enjeu évident, c'est que il faut absolument empêcher que la Syrie n'implose. Parce que si la Syrie implose en plusieurs morceaux, et surtout si ces morceaux prennent leur indépendance, si c'est une partition, c'est la région entière qui va exploser. Si vous créez un État kurde et un État alaouite, par exemple en Turquie, vous avez 15 millions de Kurdes et 10 millions d'Alaouites, qu'on appelle des Alévis, et 50 millions de Turcs. Donc il y a des pans entiers de la Turquie qui sont peuplés par des Kurdes et des Alaouites. Donc si on autorise, en quelque sorte, on laisse la Syrie exploser, eh l'Irak peut en faire de même, parce que c'est pour les mêmes raisons, le Liban peut en faire de même, la Turquie peut en faire de même, l'Iran également, donc ça devient une région entière qui implose et ça devient ingérable. Ça deviendrait ingérable pour tout le monde. Donc il y a un enjeu, c'est d'empêcher que la Syrie implose. Et donc vous avez beau accuser Ahmed El-Shara d'être un ancien djihadiste, hein, on pourrait parler de ce qu'il fait aujourd'hui par ailleurs et de l'est-il toujours ou pas, mais au-delà de ça, il y a un enjeu, c'est que la Syrie n'implose pas. Donc il y a déjà ce facteur de complexité. Sur le cas du Hezbollah, aussi, vous savez, pour parler du Hezbollah, il faut parler des chiites libanais et comprendre un peu leur situation et leur perception en tant que communauté. Le Hezbollah, c'est à la fois une partie intégrante de la communauté chiite, il a joué un rôle social très important, il a joué un rôle de représentation politique très important, il a joué un rôle sécuritaire pour les chiites au Liban, ou militaire pour la communauté chiite au Liban, et face à Israël. Il y a deux choses. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le Hezbollah détient des armes? Pourquoi est-ce qu'il continue de vouloir en détenir? Et pourquoi est-ce que les chiites, en tant que communauté, ont accepté ça? Ont accepté qu'une de leurs formations, parce que le Hezbollah, ce n'est pas tous les chiites. Hein. Et pourquoi ils ont accepté que, par exemple, cette formation détienne des armes? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que face à Israël, parce que pendant des décennies, Israël frappait le Sud. Alors, on remonte à la question des Palestiniens, et les Palestiniens qui s'étaient installés au Liban dans les années 60, enfin, dès les années 48, mais militairement montés en puissance dans les années 60. Ils commencent à vouloir résister face à Israël. Israël répond, mais au Liban Sud, il n'y a pas que des Palestiniens, il y a beaucoup de chiites. Et les chiites, eux, eh bien, ils reçoivent les bombes et ils ne peuvent pas répliquer. Et donc ils se disent, on va résister aussi à Israël. Donc ça commence en 82 avec la montée en puissance de l'Iran. Donc les chiites prennent les armes et se mettent à résister de leur point de vue face à Israël. Donc il y a ça. Mais il y a un deuxième élément qui est très intéressant et qu'il faut vraiment savoir, c'est que les chiites sont eux aussi une communauté hétérodoxe de l'islam. C'est-à-dire que l'islam, c'est mondialement à peu près entre 85 et 90% de sunnites.
Et l'Empire ottoman, c'était le sultan, donc c'était le calife musulman sunnite. Et les chiites sont une minorité en islam. Ils sont présents en Irak, ils sont présents essentiellement en Iran, où l'Iran, à la base, c'était l'islam sunnite et il s'est converti au chiisme au XVIe siècle. Le Shah, l'empire iranien, le pouvoir politique s'est converti au chiisme. Et d'ailleurs, beaucoup de clercs, donc il a fait appel à beaucoup de religieux chiites libanais pour pouvoir islamiser, pour pouvoir véhiculer l'islam chiite en Iran, à partir de cette époque. Donc le chiisme, c'est en Irak, c'est en Iran, et c'est au Liban, entre autres, dans le monde arabe. C'est l'essentiel. Et les chiites libanais, les chiites de manière générale, dans l'Empire ottoman, se sentaient opprimés. Hein, ils sentaient qu'ils n'avaient pas leurs droits, et l'islam sunnite, effectivement, ne les reconnaissait pas officiellement en tant que communauté. Ils reconnaissaient les chrétiens et les juifs, mais pas les chiites. Donc les chiites, pendant des centaines d'années, se sentaient un peu mis à l'écart. Donc c'était des paysans qui étaient dans leurs montagnes, qui étaient pauvres, qui vivaient à l'écart. Et dans la République libanaise, à partir de 1920, cette République libanaise, surtout après l'indépendance de 1943, elle s'est formée essentiellement sur un pacte politique entre les maronites et les sunnites. Essentiellement sur ça, avec d'autres communautés qui se sont jointes au pacte, mais les chiites se sentaient mis à l'écart, surtout sur le plan sociologique, sur le plan du développement socio-économique. Alors, à tort ou à raison, mais ils avaient ce sentiment de continuité, de mise à l'écart qui datait donc de l'Empire ottoman, et puis qui, de leur point de vue, se prolongeait dans la République libanaise. Et donc, pour empêcher cette mise à l'écart, pour continuer à revendiquer leurs droits au plan interne, les chiites trouvaient une légitimité aux armes du Hezbollah. Donc, il y a, de leur point de vue, une légitimité externe face à Israël et interne pour défendre les droits de la communauté chiite dans l'ensemble libanais. Et donc, ce qu'il faut pour aller vers ce que je souhaite et ce que beaucoup de Libanais souhaitent, qui est le monopole des armes entre les mains de l'État, qu'il cesse d'y avoir des milices armées, que ce soit le Hezbollah ou une autre d'ailleurs. Eh bien, pour qu'il cesse d'y avoir des milices armées, il faut, entre autres, je pense, passer par la voie politique, qui est de convaincre toutes les communautés que c'est inutile, qu'il faut qu'il y ait un État qui ait le monopole des armes et qui protège tout le monde. Et pour faire ça, il faut que les chiites soient convaincus que cet État protégera leurs droits face à Israël et en interne, que ce sera un État pour tous les citoyens. Et donc, un État pour tous les citoyens, c'est proposer une formule qui va permettre de commencer à dépasser le confessionnalisme politique, ou en tout cas atténuer énormément ses effets, de sorte que les Libanais puissent avoir des droits égaux dans tous les sens du terme. Pas seulement sur le plan fiscal, mais également sur le plan économique, sur le plan de la politique de l'État, voire même sur le plan politique à terme. Parce que ce qui serait l'idéal, c'est d'arriver à ça, d'arriver à une déconfessionnalisation de la politique libanaise, en donnant d'autres garanties dont je parle aussi dans le livre et dont on a déjà parlé au Liban. On sait ce qu'il faut faire, on sait dans quelle direction il faudrait aller. Si le Hezbollah ne veut pas centraliser les armes pour que l'État libanais les détienne, ça veut dire qu'ils n'ont pas de garantie actuellement? C'est quoi Parce que les garanties que vous avez dit, c'est-à-dire protection face à Israël et des droits envers les chiites au sein du Liban. En tant que citoyen. En tant que citoyen. S'ils ne sont pas dans cette démarche-là, qu'est-ce qui bloque? Et en même temps, d'un côté, si on regarde, c'était quoi le cessez-le-feu avec Israël? C'était le 24 novembre. Israël a rompu le cessez-le-feu. D'un point de vue du Hezbollah, je me dis, est-ce que c'est prudent, est-ce que c'est réaliste en fait d'aller dans la démarche que vous décrivez? Alors, il y a déjà une chose qui est évidente, parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut se dire les choses comme elles sont. Si vous avez des armes, ça vous donne un pouvoir. Si vous avez ce pouvoir, vous n'allez pas le lâcher facilement. La question c'est pourquoi qu'est-ce qui ferait que les gens du Hezbollah lâcheraient leurs armes, effectivement. Bon, c'est une très bonne question. En fait, il y a trois façons pour que le Hezbollah rende les armes. Il y en a une qui est bonne et deux qui ne sont pas bonnes, de mon point de vue. La première façon, qui serait très mauvaise pour le Liban, c'est que il y a une réédition de la guerre entre Israël et le Hezbollah. C'est que Israël considère, par exemple, que le Hezbollah n'a pas rendu ses armes, alors que
Israël exige que le Hezbollah rende ses armes et donc il lance une nouvelle guerre qui serait encore plus meurtrière pour forcer le Hezbollah à rendre ses armes. Ça, c'est une première possibilité et pour nous, c'est catastrophique et nous n'en voulons pas. Une deuxième possibilité, c'est que, il n'y ait pas une guerre, mais il y ait un processus de pression politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, vous l'avez dit, Israël... alors, c'est l'ONU qui le dit. L'ONU, la FINUL, donc la force intérimaire des Nations Unies au Liban, donc les forces de l'ONU présentes au Liban, disent qu'Israël a fait des milliers de violations du cessez-le-feu depuis novembre. Mais ce qu'Israël dit de l'autre côté, c'est qu'il y a eu le cessez-le-feu, mais il y a eu aussi des accords parallèles. Okay? Quelque chose qui n'est pas officiel, mais par lequel la condition pour qu'Israël accepte le cessez-le-feu, c'était l'application de la résolution 1701 de l'ONU, du Conseil de sécurité, laquelle résolution impose le ramassage de toutes les armes au Liban, entre autres. Okay. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, il y a une condition non officielle qui aurait été approuvée par les Américains et dont tous les Libanais seraient au courant, qui serait que si la résolution 1701 n'est pas appliquée, si le Hezbollah ne rend pas les armes, Israël garde la liberté de manœuvre et d'opérer dans tout le Liban. Donc, en quelque sorte... Ça, c'est ce que dit la résolution? Non, c'est ce que dit Israël. Israël dit qu'il y a, malgré le cessez-le-feu, il y a eu un message qui a été relayé aux Libanais et dont les Américains sont au courant, et que Israël a dit que si la résolution 1701 n'est pas appliquée, en clair, si le Hezbollah ne rend pas ses armes, Israël ne se sentira pas lié par ce cessez-le-feu. Donc il veut bien faire un cessez-le-feu, mais il veut forcer le Hezbollah à rendre ses armes. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme scénario? Premier scénario, si le Hezbollah ne rend pas ses armes, opération militaire. Deuxième scénario, pas opération militaire, mais opération de pression politique. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, le Hezbollah est très affaibli. Il y a beaucoup de points d'interrogation parmi les chiites qui se disent mais enfin, le Hezbollah, est-ce qu'il nous a réellement protégés? On est détruit, on a tout le Liban Sud qui est à majorité chiite, une grande partie est détruite, la banlieue sud de Beyrouth qui est en grande partie détruite, et moi j'habite en face de la banlieue sud de Beyrouth, donc je sais ce qui s'est passé. Il y a la Beka, il y a la plaine de la Beka, il y a beaucoup de zones comme ça. Donc il y a peut-être pas un début de contestation de Hezbollah au sein de la communauté chiite, mais des points d'interrogation. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a des élections législatives au Liban dans un an. Et d'ici là, le Liban, il faut absolument qu'il y ait un processus de reconstruction du pays, de reconstruction des zones chiites dévastées, de remise en marche économique du pays, et il faut pour ça que le monde nous aide, hein, que les États-Unis donnent leur feu vert pour ça, que l'Europe donne son feu vert, que les pays arabes... Voilà, il faut qu'on nous donne de l'argent, il faut qu'on nous aide. Si ce processus prend du retard, s'il y a des pressions qui sont exercées sur nous, s'il y a une sorte de perte de repère au sein de la communauté chiite qui se dit mais est-ce que le Hezbollah nous défend contre les attaques israéliennes ou pas, le risque c'est qu'il y ait une pression politique qui soit exercée pour affaiblir le Hezbollah politiquement dans les prochaines élections dans un an. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on ne serait pas dans une opération militaire de vaste ampleur, mais on serait dans une instabilité politique pour l'année à venir, jusqu'aux prochaines élections en mai 2026, hein, et où l'objectif, ou ce qui pourrait être recherché, c'est que le Hezbollah, en fait, perde ses élections. Donc, en quelque sorte, ça le forcerait, de fait de son affaiblissement, ça le forcerait à rendre ses armes. Le risque pour nous, c'est que ça, c'est un processus d'instabilité qui peut durer un an, voire beaucoup plus, et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite pour le Liban. Donc ça, c'est deux possibilités, l'une militaire, pression militaire, l'autre pression politique, c'est pas bon pour nous. C'est la troisième qu'il nous faut. La troisième, c'est un vrai dialogue. C'est persuader le Hezbollah. C'est ce qu'essaie de faire le président libanais, Joseph Aoun, aujourd'hui, c'est persuader le Hezbollah et toutes les autres factions que, écoutez, il faut se réunir autour de cet État libanais parce que c'est la seule option que nous ayons de protection de tout le monde. Mais pour que ça marche vraiment, et c'est valable pour le Liban, c'est valable pour la Syrie aussi, pour trouver un consensus au Liban et en Syrie pour empêcher une bataille entre Israël et la Turquie, il faut une intervention de la communauté internationale, des États-Unis, la France, les États du Golfe, hein, les pays amis du Liban. Il faut qu'ils interviennent pour dire
Non, le Liban et la Syrie ne doivent pas être un champ de bataille entre les puissances régionales, ni l'Israël, ni la Turquie, ni l'Iran, ni d'autres. Il faut, je dirais pas une forme de neutralisation, mais il faut un peu permettre à ces deux pays de retrouver leur souffle. Parce que si on continue comme ça, ces pays, la Syrie comme le Liban, ils risquent de s'effondrer. Et s'ils s'effondrent, c'est la région qui est menacée. Et si la région est menacée, ça va être des millions de nouveaux migrants qui vont repartir en Europe. C'est toute la région qui peut être menacée de déstabilisation. C'est toute l'Europe qui peut voir affluer de nouveau. On parlait tout à l'heure de la menace djihadiste. Mais écoutez, si vous avez des millions de gens qui tombent dans le désespoir de nouveau et qui sont jetés hors de chez eux et qui sont sur les routes, vous pouvez très bien recruter parmi eux des milliers et des milliers de djihadistes et avoir une recrudescence des attentats en Europe et en France. Donc pour que tout ça n'arrive pas, il faut protéger le Liban et la Syrie. Et ça, la communauté internationale doit le faire. C'est son rôle aujourd'hui. À vous entendre, j'aimerais vous poser la question, est-ce que la clé dans tout ça, c'est la Syrie, pour la stabilité notamment du Liban, mais aussi, vous avez parlé justement de Ahmed al-Shara, qui est l'actuel dirigeant de la Syrie, ex-djihadiste, etc. Et vous me dites, voilà, s'il l'est ou pas. Est-ce que c'est un acteur, disons, essentiel pour la conservation du pouvoir occidental dans la région, dans le sens où, là, on voit qu'il vit en France, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un effet taliban, c'est-à-dire que les talibans, un jour, quand ils combattent l'URSS, ce sont nos alliés, et après ça devienne un peu nos ennemis, et avec lui et la position et le regard que le monde occidental a sur lui, il y a une grande méfiance par rapport à cette personne-là, demain on pourrait, selon nos intérêts ou pas, dire finalement c'était un djihadiste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait votre question. D'abord sur le rôle central de la Syrie, oui, c'est indéniable. Le Liban, de toute façon, le Liban ne retrouvera pas la stabilité si la Syrie est plongée dans le chaos. C'est pas possible, c'est des pays beaucoup trop proches. Entre Beyrouth et la frontière syrienne, vous avez à vol d'oiseau 50 km. Donc, entre Beyrouth et Damas, les deux capitales, vous avez 90 km. Donc, vous avez 2 millions de déplacés syriens, plus de 2 millions de déplacés syriens aujourd'hui au Liban. Le Liban, il y a combien? 3,5 millions de Libanais. Et vous avez en plus 2 millions de Syriens. Donc, et vous avez des Palestiniens. Vous avez, alors selon les estimations, entre 150 000 et 400 000 Palestiniens. Ça dépend de comment vous faites le calcul. Donc vous voyez, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Syriens. Et évidemment, si la Syrie a été plongée dans le chaos, le Liban, pour toutes ces raisons, la proximité géographique, humaine, sociale, la présence de Syriens au Liban, il serait affecté directement. Donc la stabilité en Syrie, c'est un facteur essentiel. Après, la question de Ahmed el-Shara et de ex-djihadiste ou pas. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, encore une fois, Ahmed el-Shara ne contrôle pas tout ce qui se passe en Syrie. Il faut bien le savoir. Il essaye de faire tenir toutes les ficelles ensemble. Alors, mais je crois que vous posez une bonne question dans le sens où deux choses. D'abord, sur le calendrier à quoi on peut s'attendre pour la Syrie. Ahmed el-Shara a déclaré il y a 3 mois déjà qu'il fallait 3 ans pour écrire une constitution syrienne, pour avoir une vraie constitution syrienne, et 4 à 5 ans pour avoir un président élu. Parce qu'Ahmed el-Shara n'est pas élu aujourd'hui. Et donc, ça vous donne un calendrier, du moins dans sa perception à lui. Ça veut dire que pour que toutes les étoiles s'alignent pour la Syrie, que tous les problèmes potentiels soient réglés, il faudrait tellement de temps. Or, c'est une éternité. C'est très long. Vous voyez, donc, tenir tout ça. Et c'est quoi les enjeux pour la Syrie? Ils sont énormes. Il y a d'abord toute la question des minorités, toute la question de la stabilité interne, point 1. Point 2, il y a toute la question effectivement de l'équation régionale, des influences du retrait de l'Iran de la région, et puis du Proche-Orient, et puis du rôle de la Turquie et d'Israël. La Turquie qui cherche à renforcer son influence en Syrie à travers justement des factions djihadistes, entre autres, voyez, ou en tout cas des factions alliées à elle, et puis Israël qui s'y oppose. Et puis il y a 2 autres choses importantes.
D'abord, il y a le calendrier économique. Parce que la Syrie ne peut pas ne peut pas retrouver la stabilité s'il n'y a pas une reconstruction. Et la reconstruction, c'est des centaines de milliards de dollars. C'est des dizaines de milliards de dollars rien que pour le secteur de l'électricité. C'est des centaines de milliards de dollars pour tout le pays. Et ce que demande la Syrie aujourd'hui, c'est une levée des sanctions. Et ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi Ahmed El-Shara est venu aujourd'hui chez Macron. Il y a un calendrier très précis pour ça, parce qu'il y a 5 ou 6 jours, il y a un accord qui a été signé entre le gouvernement syrien et une très grande entreprise française qui s'appelle CMA CGM, qui est une entreprise de transport, pour la réhabilitation du port de Latakia, notamment en Syrie. Et cet accord a été permis parce que l'Union européenne, en février dernier, a suspendu une partie des sanctions qu'elle avait mises en place pour la Syrie dès 2011. Et elle a entre autres suspendu une partie de ces sanctions pour le secteur des transports, ce qui rejoint cet accord pour le port de Latakia. Et en même temps, dans quelques jours, il y a un vote au Conseil de l'Europe sur la prorogation ou pas de ces sanctions sur la Syrie. Donc, si vous voulez, le calendrier, il est très clair, il y a un récit économique. Hein. Ahmed El-Shara, il essaye de faire lever les sanctions déjà européennes contre la Syrie, d'obtenir évidemment l'aide des pays du Golfe, et on parle de promesses saoudiennes et émiraties pour payer une partie de la dette syrienne et revenir économiquement en Syrie. Et puis effectivement, Ahmed El-Shara voudrait que les États-Unis lèvent les sanctions, dont la loi César, contre la Syrie elle-même. Donc il y a tout ça, cet élément-là. Et puis au-delà de ça, il y a qu'est-ce que l'Occident attend d'Ahmed El-Shara. Au-delà de la stabilisation de la Syrie, il y a la question régionale. Et ça, il y a eu deux messages très clairs qui ont été envoyés. Il y a d'une part un membre du Congrès américain, il y a, je pense, une dizaine de jours, qui a fait une déclaration disant qu'il avait eu un entretien avec Ahmed El-Shara sur la question de la normalisation avec Israël. Et où Ahmed El-Shara lui aurait dit, d'après ses déclarations, lui aurait dit qu'il était prêt à envisager cette normalisation. Et ça n'a pas été démenti par les Syriens. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il y a eu hier le président Macron qui reçoit Ahmed El-Shara. Le président Macron fait une longue déclaration et où il dit qu'il fait une allusion très claire au fait que ce qui est attendu de la Syrie, c'est de retrouver la paix et la stabilité avec tous ses voisins, ce qui veut dire avec Israël. Donc c'est pour moi une deuxième allusion très claire. Si ceci est attendu de la Syrie dans le cadre des accords d'Abraham, donc aujourd'hui, en clair, si Israël veut une normalisation avec les pays du Golfe et qu'il le veut, on pourrait naturellement penser qu'il le veut aussi avec la Syrie et pourquoi pas avec le Liban. Donc Israël fait pression dans ce sens-là. Et vous pensez que c'est réaliste ? Je crois que c'est vraiment un jeu d'équilibre pour Ahmed El-Shara. Aujourd'hui, il essaye, vous voyez je ne pense plus que c'est l'ex-djihadiste aujourd'hui parce qu'il essaie d'envoyer beaucoup de messages et même sur la normalisation avec Israël. Le fait qu'il n'ait pas démenti ça montre qu'il essaie de jouer l'équilibre, hein, de faire tenir cet ensemble syrien par tous les moyens. Donc en ce sens-là, je pense qu'Ahmed El-Shara n'est plus Abu Mohammed El-Jolani. Ce n'est plus... il essaie de se muter en autre chose qui est l'un des centres de gravité de la Syrie, en quelque sorte, l'un des hommes qui peuvent essayer de réunir tout le monde. Et c'est très difficile. On voit ce qui se passe avec les Druzes, on voit les pressions israéliennes, on voit les pressions turques. Donc c'est vraiment... C'est un jeu extrêmement difficile. Moi, je pense qu'il faut le soutenir. Il faut le soutenir parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Et parce que s'il réussit à être l'homme qui, à la fois, arrive à parler à l'Occident, arrive à parler aux pays arabes et arrive en même temps à traiter avec les composantes, tant bien que mal avec les composantes, avec les minorités syriennes. Déjà, il a fait un accord avec les Kurdes en mars dernier, un accord d'ailleurs dans lequel la France avait joué un rôle. S'il essaie de parler aux Druzes, malgré tout, s'il essaie de parler à Alaouites, voilà, il faut absolument le soutenir pour empêcher que la Syrie n'implose. Est-ce qu'on a mieux aujourd'hui qu'Ahmed El-Shara ? C'est la question qui est posée. Oui. Alors, si par contre il ne réussit pas
Est-ce qu'il pourrait devenir un bouc émissaire? Et c'est là la question que vous avez posée sur la talibanisation éventuelle. Oui, mais c'est facile, ce serait trop facile de faire ça. Mais la question c'est, quelle est l'alternative? La vraie question pour moi c'est, est-ce que l'Occident, est-ce que la communauté internationale va laisser tomber la Syrie et le Liban, ou est-ce qu'elle va les soutenir pour empêcher qu'il y ait une guerre régionale, pour empêcher que ces deux pays tombent dans un trou noir. Je termine le livre sur ça d'ailleurs. Il faut que quelqu'un nous soutienne pour qu'on ne tombe pas. Et il faut soutenir, c'est comme en politique, hein, c'est l'art du possible. Il faut soutenir ceux qui peuvent faire le travail. Alors, aujourd'hui, c'est Ahmed El-Shara. Si demain c'était un autre, mais qui jouerait ce rôle de trait d'union, tant mieux, pourquoi pas. Lorsque vous parlez notamment de la déconfessionnalisation du Liban, moi je sais pas, ça me paraît un peu, ou même de la région, ça me paraît un peu ambitieux. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que finalement le califat ottoman, ou en tout cas la structure califale, c'est quand on voit historiquement ce qui s'est passé, par exemple, les minorités ou les identités politiques religieuses ont une grande place. Parce que je me souviens par exemple en Afghanistan, après les attentats du 11 septembre, je pense que c'était un chiite qui a été nommé à la place d'un sunnite à un moment donné par la communauté internationale, alors que les sunnites étaient majoritaires. Et donc ça a créé énormément de tensions dans ces pays, avec Saddam Hussein aussi, et la question chiite ou autre. En fait, ce que je veux dire, c'est que est-ce que le califat est une structure politique envisageable dans le futur, comme par exemple la communauté européenne, l'Union européenne ou des choses comme ça? Parce que finalement, quand on voit, j'ai vraiment l'impression que les tensions minoritaires parasitent un peu en fait la stabilité de toute la région depuis, et Ouais. les acteurs extérieurs, que ce soit l'Iran ou des structures occidentales, soutiennent à chaque fois des minorités, mais pour leurs intérêts sans doute, mais dans les faits, ça rend pas du tout service à la région, quoi. Écoutez, c'est une très bonne question. Je dirais deux choses. D'abord, personnellement, je crois que la religion est instrumentalisée par la politique. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que le califat a été instauré? Parce qu'à la base, il y a eu, si on remonte à l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle les futuhat al-arabiyya, les invasions arabes. Okay? Donc, les Arabes ont envahi une région immense, d'ailleurs, qui allait de l'Atlantique jusqu'à la Chine, pratiquement. Et après ça, ils ont instauré leur pouvoir politique. Et leur pouvoir politique s'est appelé califat parce qu'ils ont instauré un système de gouvernement qui se basait sur la religion et qui était déjà une forme de fédération politique. Et voilà, c'était leur manière de gouverner toutes les populations qu'ils avaient conquises ou de se gouverner eux-mêmes. Okay? Donc, en ce sens-là, c'est un rapport de force politique. Après, vous mettez califat ou vous mettez autre chose. Effectivement, si les gens y croient, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez ceux auxquels les gens croient ou ce que vous voulez leur imposer, et puis ils se mettent à y croire petit à petit. Mais je pense que c'est du moins mon point de vue, la donne fondamentale, c'est pas la religion, c'est le rapport de force politique. Et la religion en politique, le rôle de la religion en politique est l'expression de ces rapports de force. Ça veut pas dire qu'à titre personnel, vous pouvez croire à ce que vous voulez. Hein. Il y a un discours très célèbre du président égyptien Nasser où il dit « Moi, je pense que la religion, c'est une affaire personnelle. Vous pouvez croire à ce que vous voulez, c'est à vous, c'est votre responsabilité. » Par ailleurs, est-ce que le califat ou autre serait une réponse? Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est quelque chose qui donne leurs droits aux gens, hein, qui protège les gens, qui leur permettent de vraiment se sentir en sécurité, de sentir leurs droits protégés. Et il y a une déstabilisation de la région du Moyen-Orient, oui, immense. Après, comment est-ce qu'elle pourrait retrouver? Je ne saurais pas répondre à la question. Je ne saurais pas dire s'il faudrait plutôt ceci, ou plutôt cela. Aujourd'hui, on dirait les valeurs démocratiques. Hein, mais bon, est-ce que les valeurs démocratiques peuvent s'appliquer
de manière facile, de manière automatique dans tout l'espace moyen-oriental ou islamique? C'est une très bonne question, une très grande question. Je ne saurais pas y répondre. Je pense que ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il ne faudrait pas imposer aux gens quelque chose auquel ils ne croient pas ou qui ne correspond pas à eux. Mais exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire voir le califat en tant qu'entité politique, par exemple, je ne sais pas moi, l'OTAN, aujourd'hui, ça fait preuve de ceux qui en font partie, les pays hostiles aux pays de l'OTAN vont réfléchir à 2 fois avant de le faire. Aujourd'hui, dans la redéfinition multipolaire du monde, après on peut l'appeler comme on veut, c'est juste que ça fait partie du thème du livre, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des États arabes. Les États africains à majorité musulmane, on va dire, pourraient aussi avoir un poids avec un rapport de force politique pour se développer et sortir, on va dire, du joug colonial qui est en train de se faire en ce moment, notamment au Sénégal. Je ne sais pas, après c'est un peu utopique, mais je vais dire non pas comme un système de croyance qui s'impose à tout le monde, mais une entité politique qui permettrait à la fois de protéger les États qui en font partie. Je voudrais quand même faire une précision historique parce que c'est intéressant. La notion de OTAN et de califat ou d'islamisme n'est pas nécessairement antinomique. D'abord, une information intéressante, l'OTAN a ouvert son premier bureau de représentation dans les pays arabes, en Jordanie, l'an dernier. Donc l'OTAN est en train de commencer en tout cas, s'est implanté déjà en Jordanie. Ça pourrait être peut-être une indication, je ne sais pas, pour le futur. C'est une question qui est posée en tout cas. Mais de façon générale, vous savez très bien que les États-Unis, et ils le disent ouvertement, Brzezinski a fait beaucoup de déclarations sur ça, les États-Unis ont instrumentalisé l'islam politique pendant des dizaines d'années, y compris la notion de califat, d'abord contre le communisme et l'Union soviétique, en Afghanistan, et puis après, si vous regardez toutes ces formations politiques qu'on trouve au Moyen-Orient, dans le monde arabe, qui revendiquent la notion d'islamisme ou de califat, quand vous regardez de près, vous voyez qu'elles ne sont pas très éloignées de beaucoup de pays ou beaucoup d'allégeances qui ne sont pas très éloignées des États-Unis. Donc il n'y a pas vraiment une antinomie entre l'OTAN et la notion d'islamisme politique. Par contre, sur la question de est-ce que si un groupe de pays voulait s'organiser, vous parlez de l'Afrique ou autre, sur base d'une affinité, mettons, culturelle ou politique commune, qu'ils veulent appeler le califat, je dirais que c'est leur problème. La question que je poserais, c'est est-ce qu'ils vont faire ça sous la contrainte ou de manière libre pour leur population ou avec l'allégeance de leur population? Est-ce que les gens aujourd'hui ont envie de vivre sous quelque chose qui s'appelle califat ou est-ce qu'ils ont envie de vivre sous quelque chose qui s'appelle les droits de l'homme ou est-ce qu'ils y croient? Je ne sais pas. C'est une très vaste question. Est-ce que l'islam, à une époque, a proposé un système de gouvernement qui a duré pendant des siècles? Oui. Est-ce que ce système de gouvernement a été apprécié par toutes les populations? Je ne sais pas, mais il a permis la stabilité. Ça a été une forme de gouvernement qui a... Mais en réalité, est-ce que la stabilité était permise parce que c'était un pouvoir musulman ou est-ce que la stabilité était permise parce que c'était un pouvoir fort et qui s'exprimait culturellement à travers l'islam comme il aurait pu s'exprimer culturellement à travers autre chose? Bien sûr. Moi, c'est à ça que je crois. Je crois que c'est le rapport de force qui est important. Et l'expression du rapport de force à travers la religion ou à travers la culture, c'est une conséquence. Mais vous avez parlé d'identité confessionnelle. Ouais. Je trouve que, peut-être pas aux États-Unis, mais en Europe, le fait de se ranger derrière l'Union européenne, les droits de l'homme, etc., ça a beaucoup de sens parce que déjà, c'est des États déconfessionnalisés généralement et que l'identité confessionnelle ne fait pas forcément sens aux citoyens de l'Occident. Alors que il y a quand même, j'ai l'impression que dans les pays dits musulmans ou arabes, cet héritage, que ce soit des structures politiques ou autres, il existe encore et il vit encore et il fait sens pour les gens.
Vous voulez dire que ce qui rapproche les citoyens de l'Union européenne n'est pas aussi fort que ce qui pourrait rapprocher les citoyens des pays arabo-musulmans? C'est un peu ça votre question? Non, en fait, vous avez parlé des droits de l'homme en disant pourquoi pas ne pas se ranger derrière les droits de l'homme. Que ces États dits islamiques, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que... ou la démocratie. Voilà. Pourquoi je parle du califat, etc. Parce que j'ai l'impression que dans les pays dits musulmans ou dits arabes, eh bien, l'identité confessionnelle ou le rapport religieux fait beaucoup plus sens aux populations que, par exemple, en Occident. Mais vous savez, peut-être qu'on est en train de parler de la même chose, mais avec un habillage différent. Parce que, vous savez, en France, on parle beaucoup de laïcité. Et il y a des gens qui ont parlé de la religion laïque, vous voyez, qui voulaient dire qu'en fait, la laïcité, c'était une forme de croyance très forte en une spécificité, qui était un marqueur quasiment culturel, qui est ce refus justement de reconnaître des spécificités religieuses dans cet ensemble qu'on appelle la République laïque. Donc c'est en quelque sorte en soi un marqueur culturel. Donc finalement peut-être qu'on parle de la même chose. En fait, c'est juste une manière pour les gens de croire à quelque chose qui les structure dans leur pensée, dans leur culture, qui les structure socialement. La vraie question que je me poserais, c'est à supposer que, par exemple, dans certains pays musulmans se diraient bah oui, culturellement, l'islam, c'est quelque chose qui nous lie, et la notion du califat. Très bien. Mais est-ce que les populations, par exemple, voudraient un calife héréditaire, voudraient un roi, en quelque sorte, quelqu'un qui transmet à ses enfants et qui a un pouvoir absolu sur eux? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ils voudraient des élections? Mais de vraies, pas des élections comme dans la plupart des pays, enfin en tout cas dans beaucoup de pays arabes ou africains, où en fait c'est une mascarade, c'est pas une élection. Et où très souvent malheureusement, c'est des collusions d'intérêts qui gouvernent le pays. Donc finalement, moi je pense que l'important c'est la réalité des choses derrière le slogan. Après, s'il y a quelque chose de culturel qui peut lier les gens entre eux, et si tout le monde le choisit et se sent libre de l'être, alors peut-être qu'il y a des pays où ça marcherait. Moi, je pense qu'au Liban, ça ne marcherait pas, parce qu'il y a une trop grande diversité. Je ne sais pas, dans d'autres pays, l'Arabie Saoudite, jusqu'à très récemment, c'était un royaume islamique extrêmement rigoriste, où la charia a été appliquée, et où vous aviez la police des mœurs. Ce qu'ils appellent la mutawa en arabe, al-nahi an al-munkar wal-amr bil-ma'rouf, vous voyez, qui était une police qui appliquait la loi islamique avec une rigueur extrême. Soit dit en passant, ça a été instauré après 1979. Avant, c'était pas aussi rigoureux que ça, et depuis l'arrivée de Mohammed Ben Salman, c'est devenu moins rigoureux que ça. Mais après, la vraie question, c'est est-ce que les Saoudiens, eux, ont voté pour ça? Pour tout ça. Est-ce qu'ils veulent ça? Est-ce qu'on leur demande leur avis? En fait, pour moi, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on pense que c'est important de demander aux gens leur avis? Ou pas? Ou est-ce qu'on croit juste au rapport de force, en fait? Et de quelle manière? Mais ce sont des questions vraiment ce sont des questions fondamentales, hein, parce que moi, je vous dis que la politique, le rapport de force sont plus importants que la religion, mais en même temps, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce rapport de force? Est-ce qu'on veut l'imposer aux gens ou est-ce qu'on veut essayer d'aller vers plus de liberté pour les gens et les êtres humains? C'est une question philosophique. Ça fait des milliers d'années qu'on se pose cette question. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, vous voyez les changements politiques là, en ce moment, vous vous dites, mais au fond, est-ce qu'on est en train d'aller vers plus de liberté ou moins de liberté? Ou est-ce qu'on est en train d'aller vers des formes d'autoritarisme imposées aux gens? Et dans ce cas, pourquoi cet autoritarisme-là et pas un autre? En fait, c'est un peu ça votre question. Et j'avoue que c'est compliqué de répondre parce que moi, ce que je voudrais, c'est justement pas aller vers l'autoritarisme. Mais par opportunisme politique, hein. Pas par une certaine croyance, par opportunisme politique. C'est-à-dire que l'islam a tellement une grande flexibilité. Tu sais, vous avez parlé d'élections, etc. Je pense que dans les sources musulmanes, je pense que tous les États musulmans, comme l'Égypte, au fil du temps, la Tunisie, etc., qui essaient de calquer un peu avec le droit musulman, on voit bien qu'il y a une énorme flexibilité pour faire loi et ne pas mettre au second plan la liberté individuelle. Bien sûr, il y a la shura en islam.
Il y a la shura qui est la consultation du peuple, en fait. Il y a même plus que ça. L'islam permet l'interprétation personnelle comment dire, pour prendre les décisions que vous voulez prendre, toutes sortes de décisions dans votre vie individuelle comme dans la vie collective. Vous savez, il y a autant d'écoles de pensée en islam pratiquement que vous voulez. Hein. Il y a, alors à l'extrême, vous avez je sais pas, l'école wahhabite ou hanbalite ou même salafiste, enfin appelez ça, c'est des noms qui ont été beaucoup galvaudés, donc il faut faire attention, il faut respecter aussi les noms. Mais vous avez les écoles de pensée rigoristes qui disent vous ne pouvez appliquer que ce qui est mis dans le Coran, strictement. Et puis il y a d'autres écoles de pensée qui disent on peut aussi avoir les hadiths du prophète, donc qui sont en fait les commentaires, les commentaires du Coran par le prophète, ou plus exactement les citations du prophète. Mais la question c'est est-ce qu'il y a un corpus de citations suffisamment clair et reconnu par tout le monde? Et puis il y a des gens qui vous disent non, pas seulement les hadiths du prophète, vous pouvez avoir aussi par exemple les commentaires de votre maître à penser, le cheikh ou l'imam. Tout imam qui a une autorité suffisamment reconnue, eh bien, il pourrait avoir son mot à dire. Il y a encore des écoles de pensée plus libérales qui disent toute assemblée de gens qui sont, même qui sont pas des chefs religieux, mais qui sont des personnes connues, qui sont des personnes reconnues, pourraient avoir le mot à dire. Il y a encore d'autres écoles qui disent toute assemblée de gens, voire vous-même individuellement. Vous-même individuellement, si vous utilisez votre pensée rationnelle, vous pourriez interpréter le Coran. Il y a même une école de pensée qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus, qui est l'école Mu'tazili. L'école Mu'tazili, elle n'existe plus pratiquement depuis le XIVe siècle. Elle disait quelque chose qui serait totalement sacrilège aujourd'hui, qui est que le Coran n'est pas incréé. Le Coran n'est pas munzal. Alors qu'aujourd'hui, universellement, on reconnaît que le Coran, c'est la parole de Dieu. Il a été dicté au prophète. C'est pourquoi on dit Iqra. Et donc c'est vraiment une parole divine. Okay. Vous avez des écoles islamiques qui existaient, d'ailleurs c'était l'apogée de la civilisation islamique. Bon, on ne fera pas nécessairement le parallèle entre l'un et l'autre, mais voilà, qui disait le Coran c'est quelque chose qui est une création humaine et qui est perfectible et qui peut être changé. Et ça, aujourd'hui, dire ça, c'est sacrilège pour la loi islamique, donc pour beaucoup de musulmans. Donc, il y a effectivement une immense diversité dans l'islam et la shura existe. Et donc il a pu y avoir beaucoup de républiques pendant l'islam. Donc, alors justement, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut en fait des républiques? Est-ce que derrière la notion de parler de califat ou autre, est-ce que vous êtes plutôt en train de me dire qu'on pourrait, sous le slogan de l'islam, revendiquer eh bien, les mêmes types de libertés que ce que l'Occident avance. Donc en fait, ce n'est pas vraiment une différence fondamentale dont on parle, c'est le titre qui change. C'est ça. Ça honnêtement, je ne saurais pas répondre, c'est vraiment une question culturelle, ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Écoutez, j'espère d'abord que mon pays, le Liban, ira vers quelque chose de mieux, parce que ça fait des décennies qu'on est dans une situation difficile. Et j'espère que ce livre, aujourd'hui, permettra aux gens d'appréhender cette région qui a l'air d'être très chaotique, très compliquée, de manière beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus simple. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi.